Avant de passer la parole à Dominique, selon les projections qui ont été faites au niveau des 6 réseaux, à fin 2011, et selon les habitants, sur base des données réelles, je dirais, et sur un trend quand même d'une dizaine d'années, le CIF ambitionne d'avoir 2 800 000 membres, dont plus d'1 120 000 de membres féminins, 730 points de distribution, et vous voyez les chiffres, 384 millions d'euros d'épargne, 374 millions d'euros d'encours de crédit, et en termes de pénétration, ce serait cette fois un individu sur 25 qui serait bancarisé à la sauce CIF, je dirais, et ça toucherait un quart des familles. Dominique ? Alors, on m'a demandé de parler de 2 choses, les rapports entre les COPEC et la lutte contre la pauvreté, et de parler aussi un peu du livre qu'on a co-dirigé avec Alpha Ouedraogo, un peu le processus de rédaction de ce livre. Alors, parmi les idées reçues qu'il y a sur la microfinance, donc la première, c'est de dire la microfinance a commencé avec la Grameen Bank et le professeur Younous. Donc ça, Alpha en a déjà parlé, on a commencé bien avant. Et la deuxième idée, c'est que la microfinance, c'est l'instrument merveilleux de lutte contre la pauvreté, exclusif dans certains cas ou complémentaire à d'autres actions dans d'autres. Alors, l'optique des coopératives d'épargne et crédit, appelées COPEC, est un peu différente. L'idée, c'est de raisonner pas en termes de lutte contre la pauvreté, mais plutôt en termes de accès aux services financiers. Et donc de considérer qu'il y a, au lieu de parler de pauvreté, il faut parler d'inégalité d'accès. Et en Afrique, en gros, ça veut dire que 5% de la population a accès aux banques et 95% n'ont pas accès. Et donc l'idée de base, c'est élargir cette possibilité d'avoir des services financiers de qualité. Alors, les populations, qu'elles soient rurales ou urbaines, ont l'habitude en Afrique d'avoir un secteur autonome ou informel, comme vous voulez, qui est très, très imaginatif, qui est très diversifié. Tout le monde, je pense, connaît les tontines, les caisses de solidarité, les banquiers ambulants, les gardes-monnaies, etc. Mais il faut voir que, à la fois, ce service autonome rend des services réels, mais que ces services sont quelquefois assez coûteux et quelquefois aussi assez risqués. Il est assez habituel qu'il y ait un banquier ambulant qui parte avec la caisse ou que les tontines ne se terminent pas, etc. Donc l'idée, c'est d'être dans ce souci d'augmenter la possibilité de cet accès. Et donc l'idée des COPEC n'est pas de s'intéresser aux pauvres exclusivement, ni aux plus pauvres des pauvres, comme certaines ONG le font, mais plutôt donc d'avoir une clientèle diversifiée. Et cette clientèle diversifiée, à la fois dans le milieu rural, qui en général est le point de départ historique des coopératives, et à la fois de plus en plus dans le milieu urbain. D'avoir des clients qui sont des petits clients avec des petites opérations, et puis des clients qui sont de véritables entrepreneurs, petits entrepreneurs. Et pour se donner un ordre de grandeur, si vous voulez, la gamme des crédits, ça peut aller de l'ordre de 40 € à l'ordre de 15 000 €. Et donc c'est parce qu'il y a cette diversité de clientèle, à la fois parce que cette diversité de clientèle, il y a des anciens clients qui avaient commencé avec 40 €, mais qui, au fur et à mesure, au bout de 10 ans, ont des besoins beaucoup plus importants. Et donc, il faut satisfaire leurs besoins, autrement ils iraient au secteur bancaire. Et puis, il y a toute une nouvelle clientèle d'entrepreneurs qui, justement, sont rebutés par les techniques des banques classiques, qui demandent des garanties matérielles, qui demandent
un certain prestige, etc. Et donc, ils se trouvent beaucoup mieux dans le secteur microfinance, mais qui ont des besoins relativement importants. Et donc, c'est parce qu'il y a cette diversité de clientèle qu'il est possible d'avoir des péréquations. Et donc, des péréquations entre les petites opérations qui sont pas très rentables, qui sont vraiment à la limite de la rentabilité. Bon, surtout en milieu rural, bon, les coûts d'approche sont bien connus, avec des routes de mauvaise qualité, pas d'électricité, etc. Et des opérations en milieu urbain avec des sommes plus importantes. Et donc ça permet d'arriver à l'équilibre financier, et à un léger excédent en faisant cette péréquation entre rural, urbain, petites femmes pauvres, entrepreneurs urbains. Et alors que, si vous voulez, les ONG ou les institutions de microfinance qui ont l'optique de faire du crédit uniquement aux pauvres ont de très grandes difficultés à atteindre cette rentabilité ou au moins cet équilibre financier. Et donc ils sont soit dépendants des financiers extérieurs, dont on connaît les modes qui changent régulièrement, soit ils se contentent d'être dans le milieu urbain, où là les frais d'approche sont beaucoup plus réduits. Donc voilà quelques idées, enfin qui seront discutées, je suppose, dans la salle, mais qui montrent que les COPEC ne s'inscrivent pas dans la mode de la microfinance. C'est l'outil essentiel de lutte contre la pauvreté. Alors, deuxième aspect de mon exposé. Donc, si vous voulez, avec Alpha, on se connaît depuis plus de 20 ans, et on a travaillé ensemble sur un certain nombre de domaines, et on s'est dit un jour, cette histoire là des coopératives d'épargne-crédit de l'Afrique de l'Ouest soit relativement très peu connue dans la... C'est bon ? Continuons, ça marche. Oui, la technique est toujours mystère. Donc, soit très peu connue dans la littérature internationale, puisque la littérature internationale, elle est en général écrite en anglais, et elle s'intéresse principalement à l'Asie ou à l'Amérique latine. Donc ça serait intéressant quand même d'avoir une histoire un peu ancienne de ces réseaux de coopératives de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça c'était le premier élément. Et le deuxième élément, c'était qu'en général, ce genre de livre, c'est toujours fait par des experts, entre guillemets, des universitaires, etc., qui vont dans les différents pays, collectent tous les rapports, les documents, font leur sauce avec ça, au mieux consultent les responsables pour dire j'ai pas dit de bêtises, bon ça va, on peut y aller, mais en fait il y a une dépossession du savoir, de l'histoire de ces réseaux par l'extérieur. Donc, on s'est dit, ça serait bien que ce soit les responsables africains eux-mêmes qui écrivent l'histoire de leur réseau. Et donc, ça a été un processus qui a duré à peu près 2 ans. Donc, dans chaque pays, à partir d'une grille, les gens dans chaque pays, on a créé un comité de rédaction en 5 personnes, qui a récolté l'histoire qui était en train de se perdre des gens les plus anciens dans les réseaux, soit les élus, soit les cadres, qui ont écrit une première version qui était assez mauvaise, parce que les gens sont habitués à écrire des rapports. Or, les rapports, on compare des objectifs avec les réalisations, puis on explique qu'il y a des déviations. Quand les choses se passent pas très bien, on
on a tendance à mettre la poussière sous le tapis. Donc là, on a dit non, il faut faire quelque chose d'autre, raconter véritablement ce qui s'est passé, montrer les différents acteurs, et notamment ne pas avoir peur de parler des crises, parce que les crises, c'est toujours ce qu'il y a de plus intéressant, parce que les crises, on voit à la fois les dysfonctionnements, les rapports de force, les rapports d'intérêt, les stratégies des uns et des autres. Donc au bout de 6 ou 7 versions successives, avec des échanges de mails, et 2 ateliers d'écriture, donc on aboutit à ce livre-là, donc qui a été écrit par les responsables africains. Donc moi j'ai joué un peu le garde-chiourme pour qu'on maintienne les délais, que ça soit écrit dans un français correct, avec une orthographe adéquat. Mais donc là, on a vraiment un ouvrage qui, à mon avis, est assez original. Donc c'est pas trop gros, il y a 300 pages, il y a même des photos à l'intérieur. Il y a donc une première partie où il y a les 6 histoires nationales des 6 réseaux. Et puis il y a 6 autres chapitres qui sont un peu une réflexion comparative et transversale. Donc il y a un chapitre qui resitue les COPEC dans les statistiques de l'Afrique de l'Ouest et qui va à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues, par exemple que la microfinance, ça peut financer le moyen terme, donc à partir des statistiques de la Banque centrale. On voit quel est le rôle spécifique, enfin comment il a été difficile d'intégrer les femmes dans ces réseaux de coopératives d'épargne et de crédit. Est-ce qu'il faut faire des programmes spéciaux? Est-ce qu'à la fin de ces programmes spéciaux, il faut maintenir une spécificité ou bien les intégrer à part entière? Donc ça, c'est toujours le vieux serpent de mer. Il y a le problème de l'équilibre entre le rural et l'urbain, avec un certain nombre de cas très, très différents. Donc souvent les caisses rurales sont devenues, les réseaux ruraux sont devenus urbains, mais le dernier arrivé, le PAMECAS au Sénégal, a commencé en milieu la banlieue de Dakar, disons, et maintenant se met dans le milieu rural, donc de cette problématique-là. Ensuite, on a parlé de l'aspect de la spécificité de la gouvernance dans ces... Est-ce qu'il y a encore un esprit coopératif dans ces réseaux? Bon, c'est un problème qu'on connaît bien en Europe. Est-ce qu'il y a encore un esprit mutualiste et coopératif, ou bien est-ce que les techniciens l'ont tout à fait emporté? Est-ce qu'il y a une tension féconde entre les élus et les cadres? Et puis le dernier chapitre est un peu sur la création d'un mouvement régional, donc qui a commencé par une association de techniciens sur la mutualité, et puis le CIF, le Centre d'innovation financière, qui est devenu la CIF, et puis la conclusion, c'est sur les enseignements et les défis actuels. Voilà, donc on exposait en 2 parties très bien. La pauvreté et le reste. Merci bien.